Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport automobile. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile depuis toute petite et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Chaque semaine, nous retracerons ensemble l'histoire d'un pilote de légende, d'une grande rivalité ou d'un grand moment de notre sport. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie, la carrière et l'héritage d'un homme dont le nom est synonyme de passion, de défi, de gloire et de tragédie. Ayrton Senna. Le pilote brésilien qui a marqué de son empreinte indélébile l'histoire du sport automobile, dont vous avez peut-être découvert ou redécouvert l'histoire avec la série Netflix éponyme sortie il y a quelques semaines à l'occasion des 30 ans de sa disparition. You should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. Ayrton Senna, un nom qui résonne aujourd'hui encore dans les paddocks et dans les cœurs des fans. Né le 21 mars 1960 à Sao Paulo, au Brésil, Senna n'était pas destiné à être simplement un pilote de course. Il était destiné à être une légende. Mais avant d'en arriver là, il a dû surmonter des défis bien plus grands que la vitesse. Laissez-moi vous raconter son histoire. Pour comprendre le personnage, il faut revenir à ses débuts. Très jeune, celui qu'on appelle Beko développe une passion pour les moteurs et les voitures. C'est à l'âge de 13 ans qu'il débute en karting. Son père, Milton Senna, remarque rapidement son potentiel et c'est avec ce soutien familial de ses parents et de ses frères et sœurs qu'Ayrton se lance dans la compétition. Très vite, il s'impose sur les circuits brésiliens avant de partir en laissant sa famille et ses études en admission des affaires en Europe à seulement 19 ans. En Angleterre, notamment, où il se fait un nom dans des championnats comme la Formule Ford ou ensuite la Formule 3. Et avec déjà de sérieux concurrents comme un certain Martin Brundle. Repéré par de très grands noms de la Formule 1 comme Frank Williams, Ron Dennis ou encore l'écurie Brabham qui décide de lui laisser sa chance au volant d'une F1 pour des tests. À chaque fois, Senna impressionne avec des chronos dignes des champions de l'époque alors qu'il n'a aucune expérience en Formule 1. Ayrton n'était pas simplement un pilote talentueux, il était un homme de volonté. Il s'entraînait sans relâche, analysait ses adversaires et travaillait son esprit autant que son corps. Cet aspect de sa personnalité a été déterminant tout au long de sa carrière. Il ne se contentait pas d'être rapide, il cherchait à comprendre la mécanique de la victoire. C'est en 1984 que Senna fait son entrée en Formule 1 avec l'écurie Toleman. Une saison marquante, bien que son équipe ne soit pas la meilleure. C'est lors du Grand Prix de Monaco, un circuit encore aujourd'hui réputé comme l'un des plus exigeants, qui réalise l'un des exploits qui marquera à jamais l'histoire du sport. Alain Prost, parti en pole position, prend la tête de la course sous une pluie battante. Avec une belle avance, profitant des nombreux abandons, Senna lui part 13e. Il remonte le peloton à une vitesse fulgurante, dépassant plusieurs concurrents tout en gardant une parfaite maîtrise de son véhicule malgré les conditions dantesques. Tour après tour, il remonte son écart sur Alain Prost. Alors que l'écart entre Prost et Senna est réduit, au 31e tour, la direction de course décide de brandir le drapeau rouge, interrompant la course en raison des conditions météo jugées trop dangereuses. Alain Prost a été déclaré vainqueur, mais Senna, franchissant la ligne d'arrivée juste derrière lui, avec l'évidence qu'il aurait pu remporter la victoire si la course avait été poursuivie. Ce Grand Prix a été un moment décisif dans la carrière de Senna. Bien qu'il n'ait pas gagné, sa performance a impressionné dans le monde entier et a prouvé qu'il était un pilote exceptionnel capable de défier les plus grands dans les conditions les plus difficiles. Cette course à Monaco marque le début de la légende Ayrton Senna. Après de nombreux soucis de fiabilité sur sa voiture et 13 points marqués lors de sa première saison en Formule 1, il termine à la 9e place du classement en 1984. Un an plus tard, il rejoint Lotus où il fait parler de lui comme l'un des plus grands talents de la F1. Mais c'est en 1988 qu'il va rentrer dans l'histoire. 1988. Après 3 saisons chez Lotus et ayant terminé sa saison 87 sur la 3e marche du podium du championnat, Senna rejoint McLaren, une équipe mythique aux côtés d'un autre géant de la Formule 1 qu'on connaît bien, Alain Prost.
Ce duel entre Senna et Prost deviendra l'un des plus iconiques de tous les temps. L'affrontement entre ces deux hommes était aussi une bataille d'idéaux, de mentalité. Senna, la fougue et l'instinct, Prost, le professeur, l'homme des stratégies. Cette saison-là, Senna conquiert son premier titre mondial, et il le fait de manière spectaculaire. En 1988, il remporte 8 des 16 Grands Prix, souvent en dominant ses rivaux grâce à ses performances exceptionnelles sous la pluie et sur des circuits difficiles. La rivalité avec Prost atteint son apogée lors du Grand Prix du Japon 1989. Senna et Prost étaient engagés dans une lutte acharnée pour le titre. Prost menait le championnat avec une avance confortable, mais Senna avait encore une chance mathématique de remporter la couronne s'il gagnait les 2 dernières courses de la saison. Senna partait en pole position, mais Prost, partant deuxième, a pris un meilleur départ et s'est emparé de la tête de la course dès le premier virage. Pendant la majeure partie de la course, Prost a tenu un rythme soutenu pour contenir Ayrton derrière lui, qui restait agressivement sur sa poursuite. Cette fois maintenant il est vraiment menaçant. La chicane. Il est vraiment menaçant, mais ça fait rien, il n'est pas encore en position de s'imposer. Il n'a pas réussi à s'approcher suffisamment pour passer directement à l'attaque. Senna, toujours derrière Prost, a vu une opportunité au virage 130R, l'une des sections les plus rapides et délicates du circuit de Suzuka. En arrivant à la chicane, Senna a tenté une manœuvre audacieuse pour dépasser Prost à l'intérieur. Oui, mais les pneus sont plus usés. Oui, tentative de passage. Ça y est. Ah, ils se sont accrochés. Voilà. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas à repartir. Les deux voitures sont entrées en collision, finissant dans une échappatoire. Prost est immédiatement sorti de sa voiture, pensant que la course était terminée pour les deux pilotes. Cependant, Senna a insisté pour continuer. Aidé par les commissaires, il a redémarré sa voiture, coupé l'échappatoire et est retourné en piste. Senna a ensuite effectué un arrêt au stand pour réparer les dommages, puis est reparti à l'attaque. Il a finalement dépassé Nannini pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Après la course, les commissaires ont décidé de disqualifier Senna pour avoir coupé la chicane lors de son retour en piste. Cette décision a automatiquement attribué la victoire à Prost, lui assurant également le titre de champion du monde 1989. Derrière le sourire du champion, il y avait une forte sensibilité, une recherche constante de la perfection, une angoisse de la défaite. Senna, dans ses moments de doute, était parfois son pire ennemi. À la fin des années 80, il évoquait même la possibilité de se retirer si la victoire venait à lui échapper. Pourtant, il a persévéré, devenant l'une des plus grandes figures iconiques de la Formule 1. En 1991, Senna remporte son 3e titre mondial. Mais ce n'est pas seulement ses victoires qui font de lui un héros. C'est sa façon mythique de piloter, de rouler avec panache, d'entrer dans un état de concentration presque mystique. Senna parlait de la course comme d'un acte spirituel, un moment où l'homme devient presque une extension de la machine. 1994, un tournant tragique. Après plusieurs années de domination, Senna rejoint l'écurie Williams, une écurie en plein renouveau. Ce qui s'annonçait comme un retour triomphal tourne au drame. Grand Prix de San Marino, 1994, un week-end qui marquera à jamais la Formule 1. Le 29 avril, après les premiers tours de piste en essai libre, la Jordan de Rubens Barrichello percute le haut d'une barrière de pneus et le laisse inconscient avec le nez cassé et un bras plâtré. Le samedi, lors des qualifications, Roland Ratzenberger, dont c'est la première saison en Formule 1, percute le mur à 310 km/h en tentant de négocier la variante Villeneuve. Très certainement tué sur le coup, mais son décès n'est constaté officiellement que lors de son transfert hors du circuit. Comble de l'horreur pour ce terrible week-end, car selon la loi italienne, si le décès avait été constaté sur place, la piste aurait été placée sous scellé aux fins d'inspection et d'enquête, ce qui aurait automatiquement entraîné le report de la course du lendemain. 1er mai, jour de course. Après s'être questionné sur sa participation ou non au Grand Prix, et avoir même évoqué un mauvais pressentiment, Ayrton Senna positionne sa voiture en piste avec l'intention de vouloir rendre hommage à Roland Ratzenberger, décédé la veille. Quelques secondes avant le départ de la course, Ayrton Senna prononce ces mots dans le tour de formation « Tu me manques, Alain ». Un message à son ancien rival, ancien coéquipier, qui est désormais de l'autre côté, aux commentaires. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que
Comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. 14h18. Après avoir bouclé 6 tours du circuit d'Imola, Ayrton Senna perd le contrôle de sa monoplace qui part tout droit dans la courbe ultra rapide de Tamburello, avant de percuter un mur en béton à plus de 210 km/h. D'abord soigné à même le sol sur la piste avant d'être transporté par hélicoptère à l'hôpital de Bologne. 2 heures après la collision, l'état de Senna est très critique. Coma profond, hémorragie, multiples fractures et lésions au cerveau, une opération de la dernière chance doit être tentée. Son décès est officiellement prononcé peu après 18h30. L'annonce de sa mort plonge le monde du sport automobile dans un choc absolu. Un moment qui semblait inimaginable. Senna, l'homme qui semblait invincible, n'était plus. L'État brésilien décrète un deuil national. Le jour de ses obsèques à Sao Paulo, c'est une centaine de milliers de personnes qui suivent le cortège. Le cercueil d'Ayrton Senna est porté entre autres par Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello ou encore son plus grand rival, Alain Prost. Ayrton Senna nous a quittés, mais son héritage ne s'éteint pas. Ses victoires, sa détermination, son charisme, sa spiritualité sont encore aujourd'hui une source d'inspiration pour des générations de pilotes. Il a profondément changé la Formule 1, non seulement avec son style de pilotage audacieux, mais aussi avec son implication dans la sécurité des pilotes. Après sa mort, des réformes de sécurité des circuits et des voitures ont été mises en place. La F1 n'a plus jamais été la même. Celle-ci inclut des barrières de sécurité améliorées, des voies redessinées, des normes de sécurité élevées en cas de collision et des limitations drastiques de la puissance des moteurs. Les manufacturiers de pneus ont été forcés de fournir des gommes moins performantes. Le virage de Tamburello et d'autres parties du circuit d'Imola ont été modifiés dès la saison d'après. De plus, les procédures médicales ont été revues afin que les équipes d'intervention sur les lieux d'accident soient mieux préparées. La décision de mettre en place des rideaux de sécurité sur les lieux des accidents a été prise afin d'empêcher le public de voir des images pénibles, comme ce fut le cas pour Senna. Ayrton Senna n'était pas qu'un champion, c'était un homme qui savait ce que c'était de vivre avec sa passion, avec des rêves plus grands que tout. Ces dernières années ont été marquées par son engagement humanitaire, notamment avec l'idée de la création de l'Institut Ayrton Senna, qui a vu le jour quelques mois après son décès, une fondation portée par ses proches, qui aide encore aujourd'hui des milliers d'enfants et jeunes défavorisés du Brésil. Plus de 30 ans après sa disparition, Ayrton Senna reste une figure incontournable, non seulement de la F1, mais aussi de la culture populaire. Son nom est gravé dans les mémoires comme un symbole d'excellence, de courage et de persévérance. Les hommages perdurent avec les années. De nombreux pilotes arborent chaque saison des casques référence à Ayrton Senna lors des courses à Imola ou au Brésil. Sa rivalité avec Alain Prost reste l'un des plus grands exemples de rivalité en sport auto. Et encore aujourd'hui, de nombreuses œuvres, comme des livres, des films ou des séries, racontent l'histoire de Magic Senna, qui restera pour toujours l'un des plus grands noms de la F1. Et comme il le disait lui-même, We are all looking for emotions. It's only a question of finding the way to experience them. Merci à tous d'avoir écouté ce voyage à travers la vie d'Ayrton Senna. Je me permets de vous faire une petite recommandation perso si vous aimez Ayrton Senna. C'est un petit livre qui s'appelle Imola, le jour d'après. Il est dispo sur Amazon et ça raconte l'histoire de la vie fictive d'Ayrton Senna s'il n'avait pas succombé à ses blessures à Imola en 1994. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire, un avis. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.